Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Radio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Notre dernier invité de l'année est Franck Barrault, connu à Nantes pour être l'organisateur du Forum mondial des droits de l'homme. Alors votre fonction exacte, c'est celle de directeur du secrétariat permanent international droits de l'homme et gouvernements locaux, ce qui correspond aux 12 acronymes de SPID. Bonjour Franck Barrault. Bonjour. On a dû vous faire la plaisanterie déjà avec Speed, donc je vous la referai pas. Nous sommes aussi en compagnie de Philippe Audic, qui est le président du Conseil de développement. Bonjour Philippe. Bonjour. Et vous intervenez quand vous voulez, comme d'habitude. Alors, quelques mots sur vous, pour commencer. Franck Barrault, vous avez 54 ans, vous avez passé votre jeunesse en Bretagne, avec un petit détour par la Martinique, je crois, si mes fiches sont exactes. Et vous êtes nantais depuis 1985, date à laquelle vous êtes alors un jeune et brillant journaliste à Ouest France. Je me souviens de cette époque. Et en 1989, vous accompagnez Jean-Marc Ayrault lors de son arrivée à la mairie de Nantes. Et vous avez occupé diverses fonctions successivement dans le secteur de la communication, de la culture, du projet urbain. Vous êtes occupé du projet de l'île de Nantes à une époque, je crois. C'est pas mon meilleur souvenir, mais oui. Alors, on n'évoquera pas l'île de Nantes de toute façon aujourd'hui, donc rassurez-vous. C'est au milieu des années 2000, je crois, que vous avez pris en charge l'organisation du Forum mondial des droits de l'homme et que vous avez créé dans la foulée ce secrétariat permanent du même nom. Alors, ce forum est aujourd'hui devenu un classique des grandes manifestations nantaises à caractère international. Et ça participe, on peut le dire, à une certaine notoriété de la ville. Alors on peut ajouter à ce portrait assez rapide que vous êtes un marin. Et d'après les spécialistes, dont je ne suis pas, un assez bon marin. On m'a dit, Franck Barrault, il sait tenir une barre. Assez ? J'aurais préféré bon marin tout court, mais bon, enfin. Je rapporte uniquement les propos qu'on m'a tenus. Et vous êtes d'ailleurs très, très investi dans la récente coordination, la ville-mer-fleuve, qui demande à l'occasion des élections municipales un large débat public sur l'image fluvio-maritime de Nantes, mais ça n'est pas non plus notre sujet d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude dans ces émissions, ma première question est un peu personnelle. Vous avez fait le choix finalement très tôt de quitter le journalisme, ce qui n'est pas si courant, et dans lequel vous auriez pu faire carrière. 25 ans après, avec votre expérience et dans les fonctions que vous occupez, vous pensez que la cause des droits de l'homme vaut bien celle des médias ? Alors, j'ai pas quitté le journalisme pour les droits de l'homme. Faut être tout à fait juste. J'ai quitté le journalisme parce que je pensais qu'il y avait une aventure intéressante qui était en train de se vivre à Nantes avec effectivement un changement à la tête de la ville avec Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé en 2003, en fait, quand l'UNESCO est venu proposer à la ville de Nantes l'organisation du premier forum mondial des droits de l'homme en mai 2004. Ça a été proposé en 2003, mais le temps de l'organiser, ça s'est déroulé en mai 2004. Et il se trouve que j'avais repris quelques études au passage à l'université de Nantes et passé un diplôme sur les droits fondamentaux. Et quand j'ai su que le forum pointait le bout de son nez, j'ai fait savoir, j'étais à ce moment-là effectivement à la mission Île de Nantes, qui était une préfiguration de la Samoa. J'ai fait savoir que les droits de l'homme m'intéressaient plus que l'aménagement urbain. Et donc voilà, depuis il y a eu 5 forums. On a créé effectivement ce secrétariat permanent qui est sous forme associative en février 2007 et je le dirige depuis lors. Mais ce que vous faites, c'est plus qu'un métier. Quand on parle de droits de l'homme, on est aussi dans une forme d'engagement personnel. Enfin, vous avez à la fois des fonctions officielles qui engagent la collectivité, mais comment on fait les limites un peu entre une forme d'engagement que vous avez, j'imagine, et puis des contraintes d'une représentation officielle ?
Alors moi je ne représente pas officiellement la municipalité, hein, soyons bien clairs. Le secrétariat permanent est un outil. Après les élus s'en saisissent ou s'en saisissent pas. Il se trouve que dans le caractère un peu atypique et original du secrétariat permanent, c'est que c'est une association dans laquelle, enfin dans son conseil d'administration, on retrouve à la fois des élus qui financent nos activités de Nantes Métropole, de la région et du département, mais aussi Amnesty International France, la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi l'Université de Nantes, le barreau de Nantes, des professionnels du droit, des militants, voilà. Et c'est ça aussi l'intérêt de la structure, c'est-à-dire qu'on n'est pas un outil municipal ou paramunicipal. On est une association assez diverse, même s'il est évident que le financeur est un peu le décideur dans une opération comme celle-là. Mais bon, moi, ce travail est un travail de mise en relation. Hein, c'est pas un travail de déclaration ou de monitoring sur les droits de l'homme par rapport à des situations données. C'est le but du secrétariat permanent et le but du Forum mondial des droits de l'homme, c'est d'arriver à faire dialoguer entre eux des acteurs très très différents, justement des militants d'un côté, des ONG, mais aussi des responsables politiques locaux, puisque c'est un peu notre fil rouge. Dans les financeurs, d'ailleurs, ça va au-delà de Nantes Métropole, non ? Ça concerne aussi les autres collectivités, hein ? Oui, la région, pour une bonne part, et de plus modestement le département. Et comment on pourrait le qualifier ? Vous avez dit c'est un réseau en quelque sorte, mais c'est quoi ? C'est aussi un outil militant ? C'est aussi un outil intellectuel ? C'est un outil de réflexion ? C'est un outil de proposition ? Alors c'est évidemment un outil de proposition sur justement ce qui est notre fil rouge, c'est-à-dire que l'association, puisque c'est une association, son titre exact c'est droits de l'homme et gouvernements locaux. Donc ça dit bien ce que ça veut dire qu'on se pose la question de la prise en compte des droits de l'homme dans les politiques locales et dans l'action publique locale plus généralement. Et pas simplement au niveau nantais. Hein, c'est secrétariat permanent international. Donc on travaille essentiellement, nous, avec les réseaux de collectivités locales qui existent au niveau international, notamment le premier d'entre eux qui est CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis, qui a son siège à Barcelone. Hein, donc c'est là-dessus qu'on est force de proposition. On a notamment contribué à rédiger une charte qui a été adoptée officiellement par CGLU en décembre 2011, qui s'appelle la charte Agenda des droits de l'homme dans la cité, qui précise dans 12 chapitres les axes sur lesquels les collectivités locales, qu'elles soient d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou d'ailleurs, peuvent intervenir pour mettre en œuvre concrètement les droits de l'homme sur leur territoire. Et en 2004, pourquoi l'UNESCO s'adresse à Nantes pour ce forum ? Il y a une légitimité particulière, il y a une raison particulière. D'après ce que je sais, parce que je n'étais pas forcément dans le secret des dieux à ce moment-là, mais d'après ce que je sais, ils ont simplement cherché une ville française qui avait suffisamment de surface financière et médiatique pour organiser ce forum, parce qu'ils voulaient pas l'organiser à Paris. Ils voulaient l'organiser en France, mais pas à Paris, puisque là, à Paris, ça serait passé un peu inaperçu. Et ils cherchaient un partenaire aussi en termes d'organisation et de production de l'événement. Donc ils sont venus proposer la ville de Nantes. Ils ont sans doute proposé à d'autres villes, mais il se trouve qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Guy Laurent, que vous avez bien connu, qui était conseiller du président pour la communication, et Guy Laurent était en contact avec des gens qui travaillait auprès de l'UNESCO, auprès du sous-directeur général Pierre Sanet, qui proposait le forum. Et voilà, la relation s'est faite comme ça. Il se trouve qu'en plus, ce qui a joué, évidemment, c'est que quand la proposition a été faite à Jean-Marc Ayrault, il a trouvé que c'était sans doute le moyen de mettre en perspective le travail qui avait été fait à Nantes dans les années 90 sur l'esclavage, avec la grande exposition des Anneaux de la Mémoire au château, et puis aussi le 400e anniversaire de l'édit de Nantes, deux sujets sur lesquels j'avais d'ailleurs travaillé à l'époque au sein de la mairie. Et donc Nantes s'est un peu imposé de cette manière-là, c'est-à-dire que l'UNESCO, en posant la question à Nantes, je suppose que l'UNESCO connaissait un peu cette histoire-là, et d'ailleurs,
Lors de la première édition du forum, la grande exposition qui avait été présentée à la Cité des Congrès, c'était une exposition de tapisserie d'Abomey qui parlait de quoi ? De l'esclavage. Et parmi les autres villes, quelles étaient les concurrentes de Nantes, entre guillemets ? Alors là, je suis incapable on est déjà dans l'histoire, déjà. Oui, et puis franchement, j'ai jamais su si... Je suppose qu'ils avaient posé la question à Bordeaux, à Lyon, enfin des villes assez importantes quand même, parce que ça demande quelques moyens, malgré tout. Ce secrétariat, il a une forme de... Il n'y a pas de rattachement particulier aux institutions internationales ou même aux institutions européennes, la Convention européenne des droits de l'homme, ou enfin à toutes les institutions qui peuvent exister là-dessus. C'est quelque chose, un outil tout à fait autonome et plutôt lié aux collectivités. Plutôt lié aux collectivités, effectivement. Oui. Il n'y a pas de rattachement à une organisation. Alors, on a beaucoup travaillé, surtout au début, avec l'UNESCO, donc système des Nations Unies. Mais il se trouve, par exemple, qu'aujourd'hui, à l'UNESCO, la question des droits de l'homme est quasiment inexistante. Pour des choix politiques, budgétaires, etc. On sait que l'UNESCO a eu quelques problèmes avec les États-Unis récemment quand ils ont reconnu la Palestine, par exemple. Et puis, de toute façon, dans le système des Nations Unies, il y a une autre structure qui s'appelle le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui est basé à Genève. Et c'est cette structure qui a la compétence droits de l'homme. L'UNESCO, c'est plutôt éducation aux droits de l'homme. Mais et à vrai dire, on n'a jamais eu de relation très très étroite avec le Haut Commissariat, parce que le problème des Nations Unies, c'est que on s'intéresse pas beaucoup aux collectivités locales. Ça commence, mais c'est d'abord des États qui parlent entre eux. Et ce droit international des droits de l'homme, il est décidé par des États. Ce qui, d'ailleurs, peut paraître imparfait. Aujourd'hui, il y a des grands débats sur ce que pourrait être, par exemple, un Parlement des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a un exécutif représenté par les États, en quelque sorte, et il pourrait y avoir aussi un Parlement, c'est-à-dire des délégués populaires, entre guillemets, autant que ça soit possible, et qui viendraient renforcer, l'assise démocratique des Nations Unies. Parce que pour le moment, c'est démocratique indirectement quand les États sont démocratiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, ce qui est loin d'être le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. On pourrait y revenir tout à l'heure. Philippe, vous avez une question ? Oui, c'est juste pour rester sur cette articulation du forum et du secrétariat avec les autres organisations qui s'occupent des droits de l'homme. Donc on a évoqué le Haut Commissariat des Nations Unies, on a évoqué la FIDH. Qu'en est-il de la Ligue des droits de l'homme ? Est-ce qu'il y a une articulation ou pas du tout, puisqu'elle a elle-même des représentations territoriales Oui, à Nantes, par exemple, il y a des représentants de la Ligue des droits de l'homme française qui sont très actifs et qui participent régulièrement au forum. Ouais. Ils ont toujours eu une attitude un peu de différenciation. Je me souviens qu'au premier forum en 2004, ils avaient dit non, ce forum c'est pas notre affaire, c'est une affaire institutionnelle. Donc par contre, on va organiser un off critique et complémentaire. C'est les expressions qu'ils avaient choisies, mais à chaque fois, on les a vus revenir présents avec leurs différences dans le cadre du forum que nous organisons. Alors après, peut-être pour revenir sur cette notion de réseau plutôt orienté collectivité locale, quelle audience vous avez en France ? Parce qu'on a bien compris que la CGLU était sans doute votre relais international. Et voilà, comment réagissent les autres villes françaises par rapport à l'action qui est menée par le secrétariat permanent ? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait il n'y a pas beaucoup de villes françaises qui aujourd'hui annoncent clairement la couleur. Voilà, nous les droits de l'homme c'est une priorité. Il y a un espèce de réflexe en France, je ne sais pas si on peut appeler ça un réflexe, mais et qui consiste pour les Français à dire les droits de l'homme. On sait ce que c'est. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. Alors, venez pas nous faire la leçon sur ces questions-là. Donc, y compris à Nantes, où certaines personnes considèrent que c'est tellement entré dans les mentalités et dans l'action au quotidien qu'on n'a même pas besoin d'en parler. On a ce problème un peu généralement en France. Et il y a quelques villes quand même qui agissent d'une manière un peu plus constante sur la question. Et pour la plupart, c'est des villes communistes ou ex-communistes, c'est-à-dire la couronne parisienne, Saint-Denis, Nanterre, des villes comme ça, ou encore Aubagne dans la région marseillaise. Donc elles sont très
connoté politiquement. Et moi, je trouve malheureux que, justement, d'autres villes qui s'y intéressaient autrefois, je pense à Lyon, par exemple, Lyon a complètement arrêté d'annoncer la couleur droits de l'homme. Aujourd'hui, ils sont plutôt sur coopération décentralisée, au sein, d'ailleurs, de CGLU. Il n'empêche que il y a une réflexion qui, aujourd'hui, pourrait se développer. Mais c'est vrai qu'en France, ce n'est pas le cas. Par contre, j'étais récemment aux Pays-Bas, à Utrecht, où là, justement, des villes plutôt de l'Est de l'Union européenne, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, se sont réunies et se définissent comme villes des droits de l'homme, avec des politiques publiques qui sont directement inspirées par les droits de l'homme. Et en France, ça n'existe pas vraiment. Mais si on parle de politique publique, justement, comment ça se passe ici, localement? C'est une action qui est nantaise, qui est plutôt métropolitaine? Parce qu'ici, on dit qu'il y a une politique publique de l'habitat, il y a une politique publique de la mobilité. Est-ce qu'il y a une politique publique droits de l'homme, ici? Pas définie telle quelle. Il y a des politiques publiques qui, à l'évidence, et je l'espère, sont inspirées par les droits de l'homme, mais d'une manière, j'ai envie de dire, naturelle. On ne revendique pas le rattachement à une inspiration que les droits de l'homme auraient pu donner à ces politiques. Alors que dans d'autres villes, je parlais des villes européennes, mais on pourrait parler par exemple de l'Amérique latine, où dans des grandes villes, il y a même une administration des droits de l'homme à l'intérieur. Alors c'est souvent pour régler des questions interethniques, entre des populations autochtones, etc., mais pas seulement. Et en tout cas, il y a une administration avec des fonctionnaires qui travaillent sur ces questions-là. En France, je connais pas l'équivalent. C'est une de vos missions, par exemple, d'essayer de faire prendre en compte cette notion dans les politiques publiques locales ou oui, bien sûr. Hein. Mais avec un succès que vous jugez mitigé ou... Au niveau français, oui, que je trouve mitigé, mais pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire que en France, on considère que les droits de l'homme sont du droit naturel, si je puis dire. Parce que si on prend l'actualité, il y a un bel exemple. Enfin, si on parle de la question Rome, par exemple. Est-ce qu'on est dans une thématique typiquement droits de l'homme, action des collectivités locales, action des États, enfin tout y est là. Évidemment, et c'est vrai pour les Roms, mais c'est vrai pour la politique migratoire en général. Oui. Comment les villes accueillent les migrants ou ne les accueillent pas. Là, on est bien sur des questions relatives aux droits de l'homme. Et est-ce que ces questions-là, dans un contexte de crise comme celui qu'on connaît au niveau mondial, enfin, est-ce que ces questions-là sont plus ou moins influencées par le contexte? C'est-à-dire, autrement dit, on s'intéresse à ces questions-là quand on a un peu plus de moyens, peut-être? Ou est-ce que voilà, le contexte fait que ça passe au second plan et du coup, on voit apparaître des réflexes de rejet, sur lesquels les collectivités sont d'ailleurs un peu embarrassées aussi. Oui, à l'évidence. On a... c'est enfoncer une porte ouverte que de dire que la crise économique et sociale que nous connaissons aujourd'hui multiplie les risques de rejet xénophobe de différentes populations, pas simplement des Roms d'ailleurs. Hein. Alors il se trouve qu'on a un point de fixation avec les Roms parce que disons que c'est une minorité très visible dans le paysage urbain, avec des bidonvilles, il faut appeler ça comme ça, plus ou moins itinérants, et que avec des problèmes de sécurité qui peuvent apparaître, qui sont pas forcément toujours de la responsabilité des Roms eux-mêmes, mais bon, il y a une réalité visible qui fait que dans des villes, y compris à Nantes, ça pose problème. Et est-ce que le secrétariat a une mission d'action locale? Non, pas du tout. La réponse est claire. Ça, c'est non. On n'a pas de mission d'action locale. On a une mission de promotion, de sensibilisation au niveau nantais, national, international, sur ce que sont ou ce que pourraient être les responsabilités, le rôle des collectivités locales en matière de mise en œuvre concrète des droits de l'homme sur leur territoire.
D'accord. Mais C'est plutôt des contributions à la construction de politiques, justement, de type politique publique de droits de l'homme, quoi. Voilà, par exemple, la charte agenda dont je parlais tout à l'heure, c'est une charte, comme son nom l'indique, mais c'est aussi un agenda, c'est-à-dire avec un plan d'action qui est proposé pour chaque point qui est développé dans la charte. Cette charte invite évidemment toutes les collectivités locales qui s'y intéressent à respecter ce plan d'action. Alors c'est pas une obligation, puisque de toute façon, ce droit, c'est pas un droit contraignant. C'est des propositions qui sont faites. D'ailleurs, c'est écrit plan d'action proposé. Mais c'est la limite de notre action. Nous ne sommes pas une ONG de terrain, pas plus que le bras armé de la collectivité locale pour agir. Et ça, c'est pas dans vos projets. Enfin, vous regrettez pas spécialement de ne pas avoir une action locale, ou vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être une corde qui pourrait être ajoutée à votre arc, ça? Ça pourrait très bien être une corde. Comme je disais tout à l'heure, il y a des collectivités, notamment, je pense à l'Amérique latine, qui ont au sein même de la collectivité un bureau des droits de l'homme. On pourrait très bien, ou par exemple un ombudsman, un médiateur, oui. un médiateur. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait un médiateur à Nantes, qui soit un médiateur municipal ou métropolitain, sur certaines questions comme les Roms, mais comme beaucoup d'autres aussi, hein, tous les problèmes d'inégalité, de discrimination raciale, au travail ou dans l'espace public, etc. C'est des problèmes qui pourraient être posés à un médiateur. Et est-ce que les collectivités, dans cette espèce de distance qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des droits de l'homme, ne vient pas aussi de la définition? Parce que les droits de l'homme, finalement, au fil du temps, ils se sont élargis. On a fini par parler de droits humains, on parle de choses de plus en plus larges et dans lesquelles, finalement, on fait rentrer beaucoup de choses, quoi. Oui, puis c'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, on a toute une réflexion. On a fait le dernier forum sur la question du développement durable, par exemple. Une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que le droit à un environnement sain, par exemple, est-ce que c'est un droit de l'homme ou pas? Ça fait partie des débats qui continuent autour des droits de l'homme. C'est vrai que on a souvent, en France notamment, une vision des droits de l'homme qui est une vision politique, des droits civils et politiques, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Il suffit de se référer au texte du droit international, même à la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour voir qu'il y a aussi toute une dimension économique, sociale, culturelle et maintenant environnementale. Mais votre définition personnelle ou des droits de l'homme, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des limites? Où est-ce qu'on met des limites? On pourrait disserter sur les limites. Oui, et puis qui suis-je pour avoir une définition personnelle des droits de l'homme, mon Dieu? On peut tout se permettre ici. Pour moi, c'est tout ce qui concourt. C'est un corpus juridique, parce que c'est du droit. Qui est opposable aux États dans certains cas. Et c'est un droit qui concourt au progrès de l'homme. Voilà ma définition des droits de l'homme. Tout ce qui concourt au progrès de l'homme, alors progrès moral, mais aussi progrès matériel. Il y a les deux aspects. Philippe, vous avez une question? Oui, moi je voulais revenir peut-être, avant d'évoquer d'autres sujets, la question des médias. Puisque, effectivement, on voit bien que les médias peuvent, en tout cas, devraient être des outils tout à fait utiles sur cette question des droits de l'homme. Et j'étends ça aussi à la question des réseaux sociaux, qui sont des systèmes d'alerte, en quelque sorte, par rapport justement au respect de ces droits de l'homme. Alors, vous qui avez été journaliste et qui êtes maintenant en charge d'une mission concernant les droits de l'homme, comment jouez-vous avec les médias? Enfin, quelle articulation y a-t-il lieu de créer? Et est-ce que les médias jouent toujours ce rôle d'alerte sur ces questions spécifiques aux droits de l'homme? Alors, je vais répondre par un exemple. En 2010, on a organisé un forum dans lequel était organisée une table ronde sur la question des évolutions politiques au Maghreb. C'était avant la révolution tunisienne. Et il se trouve qu'il y avait dans la salle une militante syndicale tunisienne qui s'est fait agresser parce que Ben Ali avait envoyé au Forum de Nantes 4-5 gugus pour amener la contradiction dans le débat. Et c'est allé assez loin elle a même été menacée physiquement et elle a dû déposer plainte. Là, les médias, je parle des médias plutôt locaux, mais ça serait vrai aussi pour les médias nationaux. D'ailleurs, il y a eu quelques reprises dans la presse nationale. Les médias se sont intéressés à ce qu'on faisait. Et
parce que tout d'un coup, il y avait une polémique, il y avait... voilà. Alors que je dois bien remarquer que sur le reste, sur le fond de ce qu'on propose, ils sont quand même assez souvent absents. Et heureusement, aujourd'hui, qu'on a les médias sociaux qui permettent de relayer, j'ai envie de dire, de manière un peu citoyenne. On n'a pas besoin de passer par le médiateur qu'est le journaliste pour faire passer des informations. Et moi, je m'en réjouis, parce que si on attend tout des journalistes aujourd'hui, en France, sur cette question des droits de l'homme, on peut attendre très très longtemps. Je voudrais revenir sur cette charte agenda là, que vous avez citée avec CGLU. Quand on regarde là l'organigramme un peu de CGLU, on trouve aussi la Russie, la Turquie, etc. Comment ça s'articule tout ça? Est-ce qu'on n'est pas quelquefois dans des constructions un peu curieuses? Ah bah ça c'est vrai pour toutes les relations internationales, mais oui, effectivement, aujourd'hui CGLU est présidé par le maire d'Istanbul, je crois. d'Istanbul. La Turquie n'est pas quand même un paradis pour les droits de l'homme, chacun le sait, même s'il y a bien pire. C'est plus l'enfer en tout cas. C'est plus l'enfer, non. C'est plus tout à fait Midnight Express. Mais enfin, les Kurdes ont quand même encore de gros soucis dans ce pays, par exemple. Alors évidemment, il y a des réticences. On n'est pas sur un tapis rouge. Ça c'est bien clair. C'est pas un fleuve tranquille. C'est pas un fleuve tranquille. On est un peu des emmerdeurs, faut dire ce qui est. Poser la question des droits de l'homme, y compris dans les collectivités locales, dans certains pays, c'est encore tabou. Je parle pas de la Turquie là en l'occurrence, mais il y a d'autres pays. Il y a des Chinois aussi à CGLU dans le conseil d'administration de CGLU. Voilà. Mais moi je trouve qu'il est intéressant au sein d'organisations comme celle-là, comme au sein des Nations Unies par exemple, de pousser toujours pour que finalement les droits de l'homme soient pris en compte quand même, malgré tout, malgré toutes les réticences, malgré toutes les contraintes qu'on peut connaître. Ça permet aux évolutions de se faire. Je prends un exemple, par exemple, sur la peine de mort. Dans le monde, aujourd'hui, la peine de mort recule. Même si on voit à la télé ou ailleurs des exécutions plus que sommaires. Mais globalement, quand on regarde les chiffres au niveau des États, la peine de mort recule, soit parce qu'elle n'est pas appliquée, soit parce qu'il y a le terme m'échappe, mais des dispositifs qui sont mis en place pour ne plus l'appliquer. Ce statut d'emmerdeur, vous le revendiquez au niveau local ou... Oui. Après, on est soutenu quand même par les collectivités locales, donc j'imagine qu'elles sont un peu d'accord avec ce que l'on fait. Elles sont d'accord pour être emmerdées. Elles devraient l'être. On a quelques difficultés parfois avec pas tellement les politiques, mais plutôt l'administration. Plutôt l'administration. Oui. Sur cette remarque, on va prendre une première pause. To me today, all of the bait. The data female wants me to stay. I should obey. My father told me go for the pay. Go for the pay. Oh no. But God knows I just want to escape all of the way.
Fréquence citoyenne. Oui, Franck Barraud, on reprend notre conversation. On a évoqué déjà la crise économique et sociale, mais il y a aussi au niveau planétaire une crise environnementale. Le dernier forum des droits de l'homme avait pour thème « Droits de l'homme et développement durable, même combat, point d'interrogation ». Il y avait vraiment un point d'interrogation à la fin. Est-ce que c'est vraiment le même combat ? À l'évidence, oui. Alors, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de développement durable. Parce que si on reste sur des thématiques environnementales, bon, il y a des relations, évidemment, mais ça n'est pas que ça. Développement durable, c'est 3 pieds, l'environnement, l'économie et le social. Et ce qui nous intéressait justement, c'était de rappeler ça au moment du forum. C'est-à-dire que l'économie verte, c'est un joli concept, mais si on commence pas par comment préserver les droits des travailleurs, on va dans le mur. Donc c'était voilà. Évidemment, c'est le même combat, à condition que ces 3 dimensions soient bien prises en compte dans ce qu'on appelle le développement durable. Alors si on reste sur le forum, c'est-à-dire l'événement lui-même, qu'est-ce qui sort de ces forums ? Vous avez des actes ? Est-ce qu'il y a derrière des engagements ? Est-ce que vous pouvez nous illustrer, par exemple, sur cet exemple ? On n'est pas sur de la déclaration finale, comme ça se fait dans toutes les réunions internationales, déclaration finale qui, la plupart du temps, reste dans les bureaux ou sur les ordinateurs. Le but premier du forum, c'était, parce que ça n'existait pas au niveau international, c'était de réunir les différents acteurs, les différentes catégories d'acteurs sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on peut retrouver au forum de Nantes aussi bien des militants qui travaillent sur le terrain dans une ville perdue d'Afrique, ou d'Asie, et des responsables politiques locaux, nationaux plus rarement malheureusement, mais aussi des représentants d'organisations internationales. Il y en avait au dernier forum du programme des Nations Unies sur l'environnement, il y a eu des gens du Bureau international du travail, etc. Et tous ces gens-là se retrouvent sur un pied d'égalité et peuvent échanger. Et le but de cette rencontre, c'est pas simplement de dialoguer entre eux, c'est parce que le militant de terrain, quand il va retourner, je sais pas, en République démocratique du Congo, au milieu des combats, et qu'il se bat avec le peu de moyens qu'il a, eh ben, il aura quand même obtenu, grâce au Forum de Nantes, un carnet d'adresses qu'il peut éventuellement utiliser s'il se retrouve dans des situations de blocage terrible. Donc c'est d'abord ça. Le but du Forum de Nantes, dans l'esprit de son père, Pierre Sanet, donc, qui était à l'UNESCO, c'était de renforcer les réseaux de solidarité à l'international. Maintenant, moi je pense que ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, et la proposition que je fais pour le forum comme pour l'action du secrétariat permanent de Nantes, c'est en fait de devenir un centre de ressources et d'informations pour les acteurs des droits de l'homme à travers le monde, et notamment sur le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire sur l'action politique locale. Comment ça se passe à Tombouctou, à Marseille ou ailleurs, quand on a justement à Marseille ou à Nantes sur le problème avec les Roms. Comment ça se règle ? En quoi les politiques publiques qui sont développées sont respectueuses ou non des droits de l'homme ? Et ça, aujourd'hui, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais on a des outils médiatiques qui permettent, avec une simple petite caméra, voire un appareil photo, de produire de la vidéo, et avec un tout petit peu de mise en forme, on arrive à faire passer un message très, très facilement à travers les réseaux sociaux ou à travers Internet. Je pense que notre avenir, il est là. C'est-à-dire essayer de collecter et de diffuser les bonnes pratiques, les bonnes ou les mauvaises, parce que ça peut être intéressant de montrer comment ça fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas, mais de montrer comment ça se passe concrètement sur le terrain en matière de mise en œuvre des droits de l'homme. Ça, c'est un projet où vous êtes déjà dans la mise en œuvre de cette belle intention, si ça dépendra de l'avenir qu'on nous réserve et des moyens dont nous disposerons. Si on parle de l'avenir, le prochain forum, il a lieu quand et sur quel thème ? Ou c'est une question qu'il est trop tôt pour poser ? Je pense que c'est une question un peu trop tôt, qui arrive un peu trop tôt. Mais sur lesquelles vous pouvez avoir quelques idées ?
Si on s'en tient au rythme habituel des forums qui étaient tous les 2 ans, alors c'était pas vrai entre 2010 et 2013 parce qu'on a reculé d'une année pour coïncider avec Nantes Capitale Verte, mais c'est tous les 2 ans. Donc on pourrait imaginer qu'en 2015 il y a un 6e forum. En 2015, on sera sur la conférence à Paris là, sur le climat. Enfin, si on sera un peu sur les mêmes thématiques. Pas forcément, parce qu'on va pas forcément. J'imagine bien que vous allez en choisir une autre. On va peut-être choisir autre chose, mais de toute façon, on parlera toujours de l'action locale. Sur cette question de l'élargissement un peu des droits de l'homme, là, vous avez indiqué tout à l'heure, finalement, on pouvait donner une définition qui est assez vaste. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un certain relativisme au bout d'un moment? C'est-à-dire qu'on met tellement de choses dans les droits de l'homme que comment on définit les priorités ou les priorités des priorités derrière? Les droits de l'homme, par définition, sont des droits qui sont indivisibles et interdépendants. Donc, on n'y met pas de priorité. Il se trouve que les réalités locales ou nationales font qu'il y a forcément des priorités. Si un pays est plus, on va dire, plus dur, hein, avec un régime un peu dur, ça va être sur les libertés publiques et les libertés individuelles. Par contre, là où on crève de faim, c'est peut-être aussi sur le droit à l'alimentation et le droit d'accès à l'eau potable. Maintenant, définir des priorités en matière de droits de l'homme, ça veut pas dire grand-chose. Il y a une priorité. Des priorités, c'est évidemment le droit à la vie. Parce qu'une fois qu'on est mort, ça sert plus à rien de se battre. Mais autrement, il n'y a pas de priorité particulière en matière de droits de l'homme. Même si, au niveau international, on a fait, pour des raisons politique, de géopolitique, on a fait la différence entre les droits civils et politiques qui étaient soutenus par les États-Unis, on va dire, par le bloc occidental, et créer un autre bloc, enfin un autre pacte, en l'occurrence, sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui là était plutôt soutenu par les pays communistes. Mais c'est juste une différenciation idéologique. Le droit international dit que les droits de l'homme, c'est un même corpus. Il n'y a pas à faire de choix là-dedans. C'est pour ça que je vous provoque un peu sur cette question, parce que le droit d'une femme violée au Congo et celui d'un occidental à avoir une alimentation plus ou moins naturelle ne sont pas tout à fait sur le même plan. C'est pour ça, c'est ça que je voulais dire quand je parlais un peu de priorité. Oui, après c'est des priorités nationales aussi, ça rentre... Le problème des droits de l'homme, c'est que c'est du droit international, mais ça doit rentrer dans le droit interne de chaque pays pour être applicable. Et dans les pays où il y a même plus d'État, effectivement, ou un État très déficient, ça devient un peu compliqué de faire référence à des lois nationales. Et de ce point de vue-là, travailler avec les collectivités locales, ça vous paraît plus opérant ? C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'État, il peut y avoir des gouvernements locaux. Oui. Est-ce que du coup c'est... Oui, mais c'est pas simplement les collectivités locales. Moi, je crois que l'avenir des droits de l'homme, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ça, c'est dans l'interaction entre les pouvoirs locaux. Même si dans certains pays les pouvoirs locaux n'ont aucun pouvoir, il y a toujours un préfet au-dessus qui représente l'État et qui décide pour les pouvoirs locaux, mais quand même, il y a un mouvement général, on va dire, d'autonomisation des pouvoirs locaux. Et c'est dans l'interaction entre ces pouvoirs locaux et la société civile que les choses vont se faire et peuvent se faire. Parce que là, c'est aussi un rapport de force permanent. C'est-à-dire qu'il faut que la société civile soit présente face à tous les pouvoirs, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour leur dire attendez, on peut pas limiter les choses à ce que vous faites. Il faut aller plus loin. Mais là, il y a un mouvement. On voit bien qu'il y a un mouvement au niveau international qui va plutôt dans le bon sens. Sur cette question de l'organisation du forum, là, je voudrais revenir un peu. Vous avez parlé tout à l'heure du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On a vu arriver, là, je crois récemment, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie et autres contrées particulièrement accueillantes aux droits de l'homme. Vous, dans votre travail de tous les jours, y compris dans l'organisation du forum, etc., comment vous arrivez à gérer un peu ça? Vous vivez ça de près, enfin de manière très très concrète, ces questions-là?
C'est-à-dire qu'on a nos propres réseaux. Je vous donne un exemple, par exemple, sur le dernier forum, on a fait venir un Chinois qui travaille à Pékin, qui a même pignon sur rue à Pékin, mais qui est quand même considéré comme peut-être pas un subversif, mais quelqu'un dont le pouvoir se méfie. On a quand même réussi à le faire venir à Nantes parce qu'on a les bons réseaux pour le faire venir. Donc c'est aussi un travail de l'ombre. Hein. On s'adresse pas uniquement aux institutions, heureusement. Dans ces cas-là, on essaye de les contourner. Et sur la charte, je reviens sur cette charte, c'est une charte un peu globale où justement vous essayez de mettre quelques priorités dans la charte. C'est-à-dire c'est une charte qui traduit ça quelque part en programme d'action pour ceux qui l'adoptent. C'est-à-dire qu'il y a 12 points, et dans ces 12 points, il y a le droit à la sécurité, enfin des choses qui correspondent aux compétences des collectivités locales, on va dire en règle générale, hein, quelle que soit la ville et la région du monde. Et après, effectivement, il y a un plan d'action, comme je disais tout à l'heure, pour chaque point, à moyen terme, à plus long terme. Et la charte, elle est signée par des pouvoirs locaux, ou c'est simplement la CGLU qui la porte Alors, ça a été adopté en décembre 2011 par CGLU, par les instances dirigeantes de CGLU, et ensuite on espère qu'un maximum de villes et de régions du monde, parce que ça concerne aussi les régions, vont s'en emparer et s'y référer. Maintenant, ça bute un peu sur certaines contraintes, on va dire. On parlait tout à l'heure des pays qui sont pas forcément très ouverts aux droits de l'homme et qui ont des villes qui sont représentées dans CGLU, et on voit bien qu'il peut y avoir quelques blocages aussi à ce niveau-là, voire même au niveau local. Tout à l'heure, vous avez dit que la CGLU était installée à Barcelone. Est-ce que, par exemple, la question du droit à l'autonomie des peuples, est-ce que la question catalane, par exemple, est-ce que c'est un droit de l'homme, le droit à l'autonomie ? Je crois que dans les droits qui sont énoncés peut-être pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faudrait que je retrouve les textes exactement, mais il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il me semble que c'est une constante et quelque chose d'acquis dans les textes. Alors après, dans la réalité... Oui, c'est un droit de l'homme qui va très très loin, ça. Oui. Mais, y compris localement, d'ailleurs. On va pas parler de la Bretagne. On va prendre simplement une autre pause musicale. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer, somewhere it's always spring. I wanna be old, I don't know where to go home. I wanna be yes, I wanna be no, I want it all, you know. Somewhere in summer, somewhere it's always spring.
Donc, Franck, oui, on était sur ces questions des grandes organisations internationales et de la présence d'un certain nombre de pays qui rentrent dans ces grandes organisations internationales. On a évoqué le fait que dans les réseaux locaux, vous pouvez sentir ces réticences d'un certain nombre d'États et ça peut paralyser le développement du réseau que vous avez constitué autour du forum. Ça ne le paralyse pas, ça crée des obstacles. Mais les obstacles, ça se contourne. Voilà. Et donc, j'allais vous demander, quels sont vos principaux relais par rapport à ça? C'est-à-dire, il y a le forum, évidemment, qui constitue un événement qui fait qu'à un certain moment, il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent participer au forum et qui rentrent dans le réseau. Mais en dehors du forum, vous avez des relais, sont les ONG. Comment ça se passe, votre action, tout au long de l'année ou même des 2 années, puisque le forum est bisannuel? Alors, c'est à la fois avec les ONG. On travaille beaucoup, par exemple, avec Amnesty International en France, qui est membre de notre conseil d'administration. Mais ça se passe aussi, justement, dans les réseaux de collectivités. C'est-à-dire qu'on a des rapports directs avec des représentants élus ou techniciens de villes du monde entier. Au sein de CGLU, on travaille dans une commission qui s'appelle la commission, alors un nom à rallonge, Inclusion sociale, démocratie participative et droits de l'homme. Et c'est au sein de ces commissions, dans des réunions aussi internationales qui se tiennent ici ou là, qu'on fait avancer un peu notre thématique. Voilà. Et puis effectivement, il y a le forum tous les 2 ans qui est un moment de rencontre physique de l'ensemble des acteurs. Et au sein de CGLU, cette commission, elle a un élu de référence, si je puis dire. Est-ce que ce combat-là ou ce travail que vous faites est porté aussi par, une personnalité internationale Alors, pas une personnalité internationalement connue, pas forcément, mais en l'occurrence, cette commission, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce que la majorité politique a changé récemment, était portée par la ville de Barcelone, qui est quand même pas n'importe quelle ville dans le monde, et qui a même donné un directeur à un des organismes des Nations Unies, UN Habitat, qui est l'ancien maire de Barcelone. Donc, c'était porté, d'ailleurs financièrement aussi, par Barcelone. Aujourd'hui, les choses se compliquent un petit peu, puisque comme je vous l'ai dit, il y a eu un changement politique et c'est des nationalistes catalans qui ont pris la mairie de Barcelone, là où il y avait une municipalité socialiste. Cette question des droits de l'homme, là, c'est une grande cause universelle. Mais justement, cette question de l'universalisme aujourd'hui, elle est un peu secouée parfois, parce que il y a un débat entre pays, mais aussi, j'ose pas dire, c'est un mot qui choque parfois, mais un débat entre civilisations. C'est-à-dire que l'idée de l'universalisme, qui est quand même plutôt portée par les Occidentaux, elle peut aussi être remise en cause, quoi. Il y a une espèce de conflit universalité, diversité qui peut poser problème sur cette question des droits de l'homme, non? Bien évidemment, oui, on voit bien aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle un certain relativisme culturel. On dit les droits de l'homme universels, mondialement universels, on va dire. Ça, c'est pas possible. Nous, population, pays à dominante musulmane, on va dire, on crée... Mais pas que musulmans, forcément, des gens qui disent la démocratie, c'est pas forcément nos principes à nous. Je cite cela parce qu'ils ont créé leur propre texte. Comme s'il pouvait y avoir des droits de l'homme islamiques et d'autres qui seraient je sais pas quoi. Effectivement, c'est un vrai problème. Mais je crois qu'il faut surtout tenir bon. Il faut se souvenir quand même que la Déclaration universelle des droits de l'homme, certes, a été rédigée à sortie du deuxième conflit mondial par des gens qui voulaient surtout pas, qui voulaient essayer d'établir la paix, une paix durable entre les peuples. Mais il y avait quand même là-dedans des Chinois, et les Chinois en 48, ils étaient déjà communistes, me semble-t-il. À peine, c'est 49 après la longue marche, mais je crois. Ouais, 49. Bref, il y avait des représentants de toutes les historiens qui écoutent rectifieront ça très vite. Voilà, il y avait tous les continents qui étaient représentés. Alors bon, c'était peut-être des universitaires, c'était peut-être des gens qui avaient une culture peut-être occidentale, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas le résultat simplement d'une discussion entre Européens et Américains.
c'est quand même dès le départ, il y a eu des nations. Oui, il y avait surtout les soviétiques à la sortie de la guerre. Et en plus les soviétiques, oui. Ouais. Parce qu'il y a une expression qu'on entend parfois dans ces débats, qu'on appelle le droit de l'homisme. Ça évoque quoi pour vous, là? Vous êtes ça revient souvent dans les débats. Alors, quelquefois, on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, parce que c'est employé de manière un peu variée selon les argumentaires. C'est souvent employé de manière péjorative pour désigner des gens qui posent des questions qui dérangent. Voilà, c'est ça pour moi les droits de l'homiste. C'est une catégorie qu'on a créée de manière vraiment très péjorative pour dire ces gens-là sont pas raisonnables. De toute façon, la réelle politique c'est tout à fait autre chose. Les rapports de force entre États ne peuvent pas s'encombrer de réflexion et de considération sur les valeurs. Ce qui compte, c'est le pragmatisme et l'efficacité. Oui, sauf que si on n'a pas quelques règles communes pour vivre ensemble sur un monde, sur une planète qu'on dit mondialisée aujourd'hui, dans une économie mondialisée, s'il n'y a pas ces contre-pouvoirs à l'économie libérale sauvage, je pense qu'on ira droit dans le mur. Alors peut-être qu'on ira droit dans le mur. N'empêche que tout ce qu'on pourra faire, tous les petits pas que l'on pourra faire pour aller contre cette espèce de vague qui nous submerge et qui crée des millions de chômeurs et des gens qui crèvent la bouche ouverte, le moindre geste, il est utile. Voilà. Ce débat-là que vous évoquez, c'est quoi? C'est Védrine contre Kouchner en France? Non, c'est un peu ça, non? Ou je caricature un peu? Oui, enfin, Védrine, je crois que c'est lui qui a inventé le terme droit de l'homisme, il me semble. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein. C'est pourtant un personnage intéressant, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je lui ai même proposé de venir à Nantes. Il m'a conduit gentiment, en disant « Oh oui, qu'est-ce qu'il fait Jean-Marc Ayrault là ? C'est intéressant, oui. » Mais bon, et Kouchner, que je sache, il avait une secrétaire d'État qui était ce qu'elle était, mais aux droits de l'homme, et il a tout fait pour la flinguer. Donc pour moi, c'est un peu blanc-bonnet et bonnet blanc. Non, mais si on met pas de nom en disant il y en a un qui défendait plutôt des principes universels, et Védrine est plutôt porteur de ce discours en disant le discours qu'on a n'est pas forcément compris par d'autres pays, il faut en tenir compte, etc. Enfin, on sent qu'il y a ces nuances-là, elles arrivent aussi dans le débat français un peu de temps en temps. Oui, enfin, oui, certes, mais quand ils sont au pouvoir, ils sont d'accord. Moi, je pense, j'en ai bien peur. Mais c'est bon. Après, il y a effectivement un débat sur la réelle politique, quoi. Jusqu'où quel compromis ou quelle compromission on peut passer, jusqu'où on est prêt à aller pour renier les valeurs de la République, hein, qui jusqu'à preuve du contraire sont égalité, liberté et fraternité, autant de termes que l'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors si on regarde un peu l'Europe, est-ce que, d'un point de vue des droits de l'homme, il y a une politique européenne? Autrement dit, est-ce que, au-delà du discours, il y a une organisation, en quelque sorte, en charge, avec laquelle vous pouvez échanger et peut-être construire Alors, oui, alors ça dépend de ce dont on parle, parce qu'il y a l'Europe, l'Union européenne. Oui, je parle de l'Union, là, à ce stade-là. Et il y a le Conseil de l'Europe, dont l'une des principales missions et de faire respecter les droits de l'homme sur le territoire des États qui composent le Conseil des droits de l'homme. Qui est beaucoup plus vaste. Qui est beaucoup plus vaste, qui comprend d'ailleurs l'URSS aussi, me semble-t-il. La Russie. J'ai du mal, je suis resté quelques années en arrière. La Russie, ouais. Au niveau du Conseil des droits de l'homme, il y a sur nos thématiques, il y a le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe qui est très investi sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'on arrive facilement à travailler avec eux, mais bon, voilà, ils se sont saisis du dossier. Et au niveau de l'Union européenne, on voit bien là aussi que la question des droits de l'homme n'est pas une question prioritaire. Et pourtant, il y a des textes de référence comme la Charte européenne des droits fondamentaux qui aujourd'hui sont des textes opposables aux États. Mais effectivement, les droits de l'homme ne sont pas à la mode dans les pays occidentaux. C'est pas une thématique qu'on aime beaucoup développer parce que peut-être que ça gêne un peu aux entournures et que on
on n'est pas si propre que ça sur ces questions-là. Donc voilà, avec l'Union européenne, on a assez peu de contacts, à vrai dire. Et est-ce que l'avenir du secrétariat et du forum ne passerait pas par, je veux dire, plus ou moins une relation construite avec un des organismes, il y en a quand même de nombreux au niveau international, qui s'intéresse aux droits de l'homme, et en particulier, je ne sais rien, je cite le Haut Commissariat qu'on a déjà évoqué. Est-ce que ça peut pas être un soutien du secrétariat Oui, sauf que le problème qui se pose, parce qu'on a essayé de multiples fois d'entrer en contact avec eux, et ils ont été représentés au Forum de Nantes à plusieurs reprises. Le problème que l'on a, c'est que une association qui travaille sur le terrain local, avec les collectivités locales, ne correspond pas à leur grille d'analyse. Leur grille d'analyse, c'est les grilles étatiques. C'est les États qui se réunissent et on analyse la situation des droits de l'homme État par État. Et on rentre pas dans le détail de ce que peut faire une collectivité locale. Maintenant, depuis notamment Rio +20, il y a une prise en compte au niveau des Nations Unies qui est beaucoup plus forte sur la responsabilité et le rôle tenu par les collectivités locales. On peut espérer, alors c'est vrai pour le développement durable, on peut espérer que sur les droits de l'homme, les choses avancent dans ce sens-là. Mais ça voudrait dire aussi que les collectivités locales se mobilisent pour ça, ce qui n'est, à vrai dire, pas le cas aujourd'hui. D'accord. Avant qu'on se quitte, il y a une question que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question numérique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la surveillance du monde entier, etc. Le concept de droit de l'homme, là, il va être singulièrement secoué là dans ce monde où les États vont surveiller tout le monde, où les citoyens vont se surveiller entre eux. En tout cas, c'est un paysage qui est assez nouveau. Oui. Est-ce que c'est un thème, c'est un jour pour un forum? Est-ce que c'est On en a déjà parlé, on a déjà évoqué ça, je crois que c'était dans le forum 2010, où on a parlé de tous les modes de surveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les puces RFID qui se glissent dans des achats que vous avez, qui permet à un magasin de savoir exactement ce que vous venez d'acheter, alors que vous passez devant la vitrine. Voilà, il y a des tas de systèmes où on essaye d'analyser, de contrôler, voire de contrôler les réflexes de consommateurs ou de citoyens. Et effectivement, ça pose des problèmes en termes de liberté individuelle. Et ça rejoint la question des droits de l'homme. Et donc, il y a toute une partie du droit international des droits de l'homme qui aujourd'hui se penche sur ces questions-là. Comme ça fait partie des nouveaux dossiers qui sont ouverts sur lesquels le droit reste à écrire. Mais sans doute le sera-t-il un jour. Julian Assange ou Snowden, c'est des nouveaux héros des droits de l'homme, non? J'irai pas jusque-là. Mais ce sont des gens qui amènent à se poser quand même quelques questions, et peut-être de bonnes questions. En tout cas, merci Franck Barraud. Merci. On pourrait parler droits de l'homme pendant très longtemps. On va se quitter pour aujourd'hui et on se retrouve en janvier, selon l'expression de circonstance. Bonne fête à tous. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.